Bonjour. Bonjour Stéphane Ternoise et bienvenue. Cahors TV, interview des têtes de liste des municipales 2020. Contrairement à vos collègues, je dirais, c'est la deuxième fois que je vous interroge, mais la première fois c'était dans le cadre du Salon du Livre de Montcuq en Quercy-Blanc en 2017. Je m'en souviens. Où j'avais eu le plaisir de vous recevoir. Donc vous êtes candidat, vous êtes un essayiste, un écrivain. Est-ce que c'est difficile dans cet univers politique d'être un intellectuel? J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. J'ai été diplomate, j'ai été sous-préfet, en effet. À Cahors? J'étais professeur à l'université de Toulouse. J'étais secrétaire général de la préfecture à Cahors. Ça a été ma première prise de contact avec ce département il y a très très longtemps, j'avais que 30 ans. Et vous savez, c'est un vieux problème. Pour moi, non. Il est nécessaire, surtout aujourd'hui, que les élus aient une vraie culture politique. Et c'est particulièrement vrai pour une ville comme Cahors, qui a un immense patrimoine historique, et d'une richesse encore largement inexploitée, c'est ce que je vais peut-être vous expliquer. Si vous avez un maire et des élus qui ne comprennent pas, parce qu'ils ne savent rien de l'histoire de la ville, ils ne savent rien de l'histoire du Moyen-Âge, ils n'ont aucune perspective, ils sont incapables de gérer ce patrimoine. Et vous pensez que c'est le cas depuis longtemps ou depuis récemment? En tous les cas, c'est le cas de Wessous. Wessous-Fort, vous remarquez que tout ce qu'il a fait, c'était contre le patrimoine. L'hôtel Best Western à côté du pont Valentré, qui pour moi est monstrueux, c'était une entorse au respect qu'on doit au patrimoine. Le cinéma est très mal placé, enfin est-il un ou pas. Il est peut-être pas très beau, effectivement. Et il pourrait être beau s'il était ailleurs, je ne sais pas, mais dans un autre contexte. Dans ce contexte-là, oui, c'est vrai. Il ne l'est pas. Je veux dire, couvrir de béton le vieux quartier historique, ça se fait dans aucune ville du monde. Il n'est jamais sorti de Cahors. Je veux dire, aucune ville du monde et aucune ville de France, vous avez un vieux quartier historique bétonné comme ça. Alors, il y a des gens qui disent « Ah, c'est mieux qu'avant ». Ouais, peut-être que c'est mieux qu'avant, mais ça pourrait être tellement mieux. Et de toute façon, un jour, il faudrait que ce soit beaucoup mieux si on veut mettre véritablement en valeur cette ville. Alors, s'agissant, donc pour Cahors, il faut quand même quelqu'un qui comprenne Cahors et qui aime Cahors. C'est pour ça que notre liste donc ça s'appelle Aimer Cahors. Aimer Cahors, voilà. Et puis, vous avez... Vous avez effectivement sorti un ouvrage que je montre rapidement, donc on ne va pas le feuilleter, on va plutôt s'occuper de des questions. Qui s'appelle « Cette ville que nous aimons ». Je voudrais continuer quand même sur cette question intellectuelle. Il y a eu quand même de grands intellectuels qui ont été également de grands politiques. Je ne les reproche pas à leur niveau, comme le général de Gaulle, par exemple, qui était aussi, et peut-être davantage un intellectuel qu'un politique. Alors, le débat s'est posé... François Mitterrand. Et François Mitterrand, d'une certaine manière. Pas comme l'imposteur que nous avons à la tête de l'État, qui prétend être rentré à l'école normale supérieure alors qu'il n'est pas rentré, et qui prétend avoir étudié la philosophie avec Ricoeur alors que c'est faux. Mais qui sera peut-être écrivain un jour. Écoutez, Dieu nous en préserve. Non, Chateaubriand était à la fois ministre, a été ministre et était intellectuel. Mais là, on remonte assez loin. Oui, on remonte assez loin, mais... Malraux. Malraux était surtout un politique, un intellectuel, mais il a été quand même un résistant, il a tenu la mitrailleuse pendant la résistance. Et alors pour Chateaubriand, il y avait des gens comme le roi Louis XVIII qui disaient l'intellectuel, il ne faut surtout pas qu'il fasse de la politique. Et c'était une opinion générale. Il a été bon écrivain, mauvais en politique. Sauf qu'il y a deux opinions divergentes de gens qui disent qu'il a été très bon en politique, bien qu'intellectuel. Le premier c'est Napoléon, et le deuxième c'est Charles de Gaulle, donc, qui pensait que ce n'était pas incompatible. Donc je clôt la question, mais pour moi, les rapports entre l'action et la réflexion, c'est quelque chose de très important, si vous voulez. J'ai construit toute ma vie dans un dialogue entre les problèmes de l'action et les problèmes de la réflexion. Alors l'action, ça aurait pu être d'escalader des montagnes, mais pour moi, c'était en effet la vie publique. On peut dire le dogmatisme et la compréhension? Non, non, pas du tout. Non, mais on peut opposer le dogmatisme et la compréhension du monde? Est-ce que vous avez des dogmes? Sur le plan politique, il ne faut surtout pas de dogme. Surtout pas de dogme. Sur d'autres plans, c'est une autre question, hein, notamment sur le plan religieux, mais sur le plan politique, il ne faut absolument pas de dogme. Quand vous avez des dogmes en politique ou un système en politique, c'est que vous êtes un idéologue, et les idéologues, c'est la race la plus dangereuse qui existe. Et
je pense que et ça vous coupe de la réalité. Macron est parfait, un idéologue parfait, c'est un idéologue du mondialisme. Il pense que la France est dépassée, que les nations sont dépassées, que les États sont dépassés, pas au bénéfice de l'Europe, mais au bénéfice d'un quelque chose comme un État mondial, et il fait tout de travers. Il fait tout de travers parce qu'il fait tout contre l'intérêt de son peuple. Donc si vous voulez, le premier devoir du président, du maire, ou d'autres responsables exécutifs, c'est d'être exclusivement dévoué à l'intérêt des gens dont il a en charge, qui sont les citoyens de la France, ou qui sont les citoyens d'une ville commune comme Cahors. Ça peut être aussi pareil pour un chef d'entreprise. Donc les intérêts de Cahors 2020. S'il travaille pour appliquer un dogme, c'est qu'il ne fait pas son boulot, hein, et qu'il devient dangereux. Et malheureusement aujourd'hui, l'idéologie a tout envahi. Par exemple, la volonté de fusionner les communes, qui ne correspond à aucun intérêt réel. Je sais que vous êtes engagé dans ce côté-là comme moi, ça ne correspond à aucun intérêt réel. C'est du pur dogmatisme, c'est de la pure idéologie. Hein, c'est de la pure idéologie. Alors, et tellement de choses dans la vie administrative sont le résultat de la pure idéologie qu'on en est un peu désespéré. Et il faut retrouver le bon sens, le réel, et vous le trouvez que si vous écartez les dogmes, ça c'est sûr. Mais ça peut peut-être aboutir justement à ce qu'on ait des élections avec une seule liste, ce qui est plus pratique pour certains de rester en place. Il y en a qui rêvent de ça, oui. Ça se fait beaucoup, on voit que dans le département du Lot, il y a des gens qui estiment avoir un droit de succession. Je ne crois pas que ce soit le cas de Jean-Marc Wessous-Fort, qui semble fatigué. Non, ici il y a quand même 6 listes. Il est fatigué, oui, mais ça c'est pas lui qui l'a décidé. On dit qu'il est fatigué et qu'il en a un petit peu assez, et qu'on lui ferait peut-être quelque part plaisir si on le remplaçait, quoi. Donc c'est votre objectif. C'est ce qui se dit. Ah, c'est pas une opinion, c'est ce que j'entends. C'est votre objectif, ou vous pensez que justement... Non, mon objectif c'est de prendre en main les... Non, mais de remplacer, d'être élu maire. Ah ben évidemment. Sinon, vous ne croyez pas que... Parce que c'est la 5e tentative? C'est bien ça. En tous les cas, il y en a eu d'autres. Et ça preuve d'une grande fidélité et de grand amour de cette ville, ça c'est sûr. Et à chaque fois, n'imaginez pas une seconde, je fais ça par plaisir de faire campagne. Je me force, je veux dire, c'est parce que je pense que cette ville, on peut faire bien mieux que ce qui se fait. Cette ville est une des villes les plus fantastiques d'Europe. Elle a le même héritage que Florence, que Sienne, que Tolède, etc. Et elle est gérée comme un chef-lieu de canton, pardonnez-moi. Elle est gérée comme un chef-lieu de canton depuis des années et des années. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comparé par exemple à Figeac, je ne suis pas socialiste comme M. Malvy, mais sur le plan national, on ne serait sûrement pas d'accord sur beaucoup de choses, mais sur le plan local, il a magnifiquement mis en valeur le patrimoine, alors qu'ici on fait n'importe quoi. C'est peut-être pas parce qu'il est né dans un château, qu'il est d'une famille en partie aristocratique qui comprend ces choses-là, mais enfin le résultat est là, c'est qu'il a bien compris sa ville, qu'il aime Figeac et qu'il l'a bien entretenu. Sur le plan industriel, vous avez une croissance industrielle, alors qu'ici vous avez une décroissance industrielle. Alors il y en a d'autres, hein. Il y a Jean-Pierre Daneau par exemple à Gourdon qui a fait des choses magnifiques, mais ici vous avez que des médiocres depuis un certain temps, je ne vous dirai pas depuis quand. Que faut-il faire? D'abord, la première chose, c'est je crois que le moyen de développement, le levier du développement de Cahors, c'est son patrimoine. Vous êtes dans la vie, vous ne réussissez rien si vous ne partez pas de vos cartes fortes. Ça doit être le point de départ. La carte forte de Cahors, c'est son patrimoine. C'est le pont d'entrée, c'est la cathédrale, c'est le vieux Cahors, ce sont les tours, ce sont les paysages qui sont autour. Donc il faut les mettre en valeur pour deux raisons. D'abord, faire venir davantage, c'est pas tellement davantage de touristes ou de visiteurs, mais des gens qui passent la nuit. On vous dira qu'il y a déjà beaucoup de touristes. Oui, mais ils passent 2 jours, ils passent 2 heures, il faut qu'ils passent 2 jours au lieu de 2 heures. Hein. Et pour ça, il faut qu'il y ait matière. Donc c'est pas simplement se photographier devant le pont Valentré et repartir. Voilà, exactement, dans un bus qui va les amener dans un hôtel à Montauban, c'est ça. Et il faut qu'ils passent 2 jours. Alors là, j'ai beaucoup de projets, il y a par exemple, mettre un fumier, mais des projets qui ne doivent pas coûter cher. Parce que la ville est très endettée. Il y a un rapport accablant de la Cour des comptes sur les finances de la ville, de la Chambre régionale des comptes. Donc il ne faut pas un funiculaire au pont Valentré, c'est rien du tout. Toutes les villes, Toulouse, Nantes, etc., mettent en place des funiculaires. Aujourd'hui, même quand ce sont des villes à peu près plates, ça serait une licence très courte, d'environ 100 mètres, même pas. Mais ça permettrait d'ajouter 2 heures
au circuit des touristes. Et puis sur le plan d'économie d'énergie, ça coûte très peu, ça dépense très peu d'énergie, alors que si vous prenez un bus ou une voiture pour faire le tour, il faut faire 15 km de détour, sinon pour aller du pied en haut. Donc, mais le but, c'est que les visiteurs passent 2 heures, d'abord que les Cadurciens aillent plus souvent à cet endroit magnifique où on a une vision de sa ville, et qu'en plus, les visiteurs passent 2 heures de plus. Et puis vous rajoutez autre chose, j'envisage par exemple un musée de la ville de Cahors. Je regrette qu'on ait, de manière parfaitement inutile, rénover à grands frais le musée actuel, alors que c'est un musée de la ville de Cahors, de l'histoire de Cahors qu'il faudrait. Vous rajoutez encore 2 heures, et puis vous organisez ça mieux. Hein, par exemple, tout est à l'abandon. Vous avez un des plus magnifiques portails d'Europe, il n'y a même pas un panneau d'explication à la cathédrale. Alors, le but, c'est d'accroître le durée de séjour des visiteurs, parce que ça va créer des emplois. Si vous avez plus d'hôtels, si vous avez plus de restaurants, et puis ça peut raviver le commerce aussi, parce que les gens penseront en faire des achats, tandis que ils pourront aller se promener le soir librement. Alors qu'aujourd'hui, ils sont pris en charge par le petit train, et puis ils sortent du petit train, n'ont guère le loisir de faire des achats, et puis il n'y a pas grand-chose qui soit destiné uniquement aux touristes. Ensuite, j'ai un projet de grand spectacle, type Puy du Fou, qui doit avoir lieu au Pont-Volentrée, qui doit accroître réellement la ville. Il faut que ça soit connu dans toute la France. Parce que pour l'instant, et j'ajoute, ce patrimoine n'est pas animé. Il est d'abord maltraité par des initiatives dont je vous parlais, mais en plus il n'est pas animé. Vous avez une vie culturelle, vous avez des concerts, une certaine qualité, initiative privée, hein, monsieur. Mais le plus important, c'est le Cahors Blues Festival. Il y a le blues, oui, tout ça c'est... Mais à part ça, il n'y a pas de grande... Vous avez des concerts classiques comme de qualité. Oui, mais de renommée nationale, qui font venir des personnes à part le Festival de blues. C'est pas si facile que ça. Oui, voilà, mais vous voulez créer un événement qui permette... Oui, un événement qui permette de faire connaître et de faire venir. Oui, bien sûr, et qui mette en relation le patrimoine et la culture. Alors c'est de la culture populaire, c'est pas de la culture élitiste, ce qui se fait dans ce qu'on appelle les cinécénies, à Flagnac, à Blanc-D'Agen, ces évocations historiques avec costumes, etc. C'est de la culture populaire, mais moi je ne méprise pas du tout la culture populaire. J'ai vu des gens, j'avais vu un directeur de la culture ici qui n'avait que mépris pour ce genre de choses. Je lui avais soumis un scénario pour ce genre de spectacle, tout juste il n'était pas pincé le nez, quoi. Moi la culture populaire ne me fait pas peur. Et d'autre part, si Cahors... je pense aussi qu'il faut étudier la relance du petit train. Hein. La SNCF a acquis la ligne, et non pas y faire une voie verte. Une voie verte, il y en a partout des voies vertes, on peut les faire passer partout. En revanche, le petit train qui va jusqu'à Cajarc, il ne faut pas exclure de le relancer. Et il faut la volonté de la SNCF. Et ça, vous pensez pouvoir l'obtenir si vous êtes élu? Je pense pouvoir demander un rendez-vous au plus haut niveau à la SNCF, ce que M. Vessou ne peut pas faire. Il n'a jamais fait pour il n'est pas capable. Il ne souhaite pas le faire. Mais non, il n'est pas connu, personne ne le connaît en dehors de Cahors. Je veux dire, il a un très petit carnet d'adresses. Il sera comme un petit garçon en culotte courte face au président de la SNCF. Qu'est-ce que vous voulez qu'il négocie? S'il obtient un rendez-vous. Et c'est comme ça que les choses se passent. Donc vous pensez qu'en 12 ans de mandat, il n'a pas réussi à obtenir une envergure suffisante, même s'il est président des maires de... Personne ne sait qui il est en France, alors que tout le monde savait qui était Maurice Faure. Oui, mais bien sûr, Maurice Faure. Même un peu Bernard Charles. Bernard Charles, au niveau régional, était une personnalité connue. Mais non, personne ne sait qui il existe. Personne ne sait qui Pourtant, il semble populaire. Il y a 6 ans, il était élu au premier tour. Vous pensez que ça ne va pas se reproduire? Ah, ça m'étonnerait. Oui, mais voilà, il y a 6 ans, il était quand même élu au premier tour. Mais parce que les Cadurciens, ils ont changé. Il y a eu une expérience antérieure avec le Curu qui était catastrophique. Le Curu qui était une taupe infiltrée de la gauche au sein du RPR local. C'est en tout cas qui a adhéré depuis un parti d'extrême gauche. Ça se sait, qui a fait une politique désastreuse pour la ville. Donc qui vous a en quelque sorte succédé, puisqu'on peut dire que vous avez été maire pendant 15 jours, oui, en voilà. 2003. En fait, M. Roumégous a persuadé un conseil municipal qui était de... Donc lui qui a été élu en 2001 et qui a été invalidé. Oui, c'est ça, voilà. Et puis c'est le Curu qui a manœuvré, qui est mieux que moi. Je ne suis pas un homme de manœuvre. C'est vrai quand on parlait des intellectuels qui ne sont peut-être pas des hommes de manœuvre et qu'en politique on a peut-être trop recours aux manœuvres. Il y a deux choses. Il y a l'art d'accéder au pouvoir
qui suppose quand même peut-être un certain cynisme en tout cas de la manœuvre, et ensuite l'art d'exercer le pouvoir, ou au contraire, il faut une vision, il faut une capacité de synthèse, toute chose que vous trouvez certainement chez quelqu'un qui a une vraie réflexion intellectuelle. Par contre, c'est vrai que je ne me suis jamais bien entendu avec les partis politiques, hein. J'ai été exclu plusieurs fois de partis politiques. Le RPR, ça a commencé par le RPR. Oui, ça a commencé par le RPR, ça a continué avec d'autres. Déclaré 2 fois inéligible. Non, pas inéligible. Alors, pendant un an, si vous aviez été suite à des dépassements au niveau financier, tout ça. Je ne fais aucun dépassement. Enfin, je sais pas non, si il y a des erreurs formelles du fait que je ne veux pas mettre en cause des amis, donc je ne peux pas vous dire, mais j'y suis strictement pour rien. Il faut comprendre qu'un candidat il est en tutelle, il n'a pas le droit de gérer son budget, il a confié à quelqu'un d'autre. Non, je ne fais aucun déplacement, c'est M. Roumegus qui a fait des déplacements. Moi j'étais au contraire au tiers du plafond, hein. J'étais très loin du plafond, mais peu importe. Par contre, j'ai été déclaré irrecevable à l'UMP. Oui, c'est quand l'UMP s'est créé. Ça, c'est le président provisoire, c'était Roumegus, qui avait été élu maire de Cahors grâce à moi, et qui, premier acte, il raye Huro de la liste des gens qui pouvaient adhérer. C'est très élégant. C'est du passé, tout ça. Il est clair que Vessous, avec l'appui de Miquel, parce que Vessous a été élu, n'aurait jamais existé politiquement si Miquel l'avait pas propulsé. On parle de 2008. Pardon, 2008. Oui, 2008, oui. Et la fois suivante. Alors, il a été élu, et ensuite, il n'a pas fait de... Je veux dire, les Cadurciens n'aiment pas changer, ils aiment changer, mais tous les 3 mandats, c'est trop. Mais 2 mandats, ça peut aller. Et cette fois-ci, il y a un autre candidat poussé par Miquel qui est Lorrain, parce que Miquel et puis Vessous de Fort se sont... Donc vous pensez que la candidature de M. Lorrain, c'est un peu une manœuvre pour créer un propre concurrent à M. Vessous-Fort? Il a commencé sa campagne à escorter dans le centre-ville de Gérard Miquel, et puis ce sont des amis de jeunesse. Alors, ils ont autre chose en commun. Vessous, Miquel et Lorrain, c'est qu'ils sont pour Macron, pour le pouvoir actuel. Alors pour Vessous, Forneuil, c'est effectivement écoutez, vous l'avez jamais vu, M. Rigal qui a rejoint donc En Marche, oui. Après avoir été exclu du PS. Écoutez, vous savez qu'il y a aussi bien l'UMP, ça s'appelle les Républicains maintenant, moi je m'y perds un petit peu, c'est très bon pour les partis politiques, hein, c'est pas mon fort. Et le parti donc vous êtes soutenu par les Républicains? Ah, pas du tout. Non, vous n'avez pas le soutien. Je ne suis pas convaincu non plus. Non, je suis un homme libre et indépendant. Et peut-être ça entraîne quelques faiblesses logistiques que certains ont remarquées. Mais je ne suis pas soutenu ni par les Républicains, ni par le Front National, ni par le Parti Socialiste. À son propre bien sûr, ni par En Marche, donc finalement, vous êtes indépendant. Je suis indépendant, oui. Je suis indépendant des partis politiques. Pas indépendant de tous les courants. Je suis au service de la ville de Cahors. Je veux dire, je ne recevrai pas d'ordre qui pourront me contrarier dans mon souci de servir la ville de Cahors. Voilà. Et je veux dire, ça ne veut pas dire que je n'ai pas des idées politiques, que j'en affiche une très clairement. C'est ma rupture totale. Ce n'est même pas une rupture parce que je n'ai jamais adhéré à M. Macron et tout ce qu'il représente, c'est-à-dire une idéologie mondialiste et un asservissement de la France, une destruction de la France. J'ai manifesté ma sympathie pour les Gilets jaunes, ça m'a été reproché. J'ai participé aux manifestations contre la réforme des retraites. Je pense que je suis le seul à être aussi clairement positionné contre le pouvoir actuel. Ça c'est clair et net. Mais pour le reste, je suis ouvert. J'ai des gens de droite et de gauche dans ma liste. Je veux dire, donc justement, en parlant de votre liste, elle a été composée de personnes qui n'ont jamais été élues en majorité ou qui ont déjà eu des mandats sur Cahors? Il y en a un ou deux qui ont eu des mandats à Cahors, oui. Il y en a moins Jean-Pierre Cordriette, mais il y en a eu d'autres. Donc en premier adjoint, vous auriez... je ne sais pas décider encore. C'est pas décidé, la liste n'est pas... Si, le deuxième de ma liste, c'est Nathalie Desjardins, qui est une femme remarquable. Donc qui serait normalement première adjointe. Par rapport aux listes telles qu'elles sont faites... C'est tout à fait possible, mais je veux dire, ça n'a pas... on n'est pas dans le même registre, quoi. Et puis vous ne savez pas ce qui peut se passer entre les 2 tours. Oui, il peut y avoir des fusions de listes. Voilà, c'est donc... vous ne pensez pas être élu au premier tour?
Écoutez. Déjà être au deuxième tour, c'est... Non, deuxième tour, je pense que j'y serai sans problème. Vous savez, je fais de la politique avec la vérité. Hein, je ne raconte pas d'histoire. Il y a des gens qui vont dire oui, bien sûr, je serai au premier tour, alors que tout le monde sait qu'ils n'y seront pas, qu'ils seront. Alors moi, je ne veux pas raconter d'histoire. Si vous ne me prendriez pas au sérieux, si je vous disais que je serai élu au premier tour. En revanche, c'est possible, mais enfin, c'est quand même pas le plus probable. En revanche, je pense être au deuxième tour sans aucun doute, oui, bien sûr. Mais après, au deuxième tour, avec M. Laurin, ce serait peut-être difficile. Pourquoi voulez-vous m'associer à M. Laurin? Parce que je vois. Parce qu'il il est radicalement... il est radicalement macroniste et moi je suis radicalement anti-Macron. Voilà, aujourd'hui, le grand problème politique national, c'est celui-là. Hein, c'est celui-là. Écoutez, on ne sait pas. Je n'aime pas spéculer non plus sur des situations que vous ne connaissez pas. On verra ça le soir du premier tour. Vous viendrez me voir. Donc, dans la liste de M. Wessous-Faure, on remarque la présence d'un ancien préfet qui a été préfet jusqu'au 2 février, M. Marx. Oui, oui. On peut se dire qu'il vient de se faire un prénom à Cahors, ou qui est, si M. Wessous-Faure partait pour d'autres objectifs tels que le département, qui serait le prochain maire de Cahors, si vous sentez M. Wessous-Faure démotivé? C'est leur affaire. Je ne connais pas. C'est un collègue, puisque j'ai été à une époque dans le corps préfectoral, j'étais secrétaire général. Donc c'est quelqu'un qui a des compétences. Numéro 2, le métier de préfet est de plus en plus différent du métier d'élu. Ce sont deux métiers largement différents, mais ça serait très malhonnête de la part de Wessous-Faure de se faire élire pour ensuite passer la place de maire à quelqu'un d'autre. Mais si vous le sentez démotivé, parce que c'est un peu ce que vous dites aussi, vous le sentez un peu démotivé, donc et on pourrait dire que si Cahors est 20 000 habitants... des dossiers de Cahors, parce que j'ai... Oui, on va revenir, donc les grandes modifications, on en a déjà parlé. Spéculer sur ce qui se passe à l'intérieur de la liste d'en face, mais c'est important aussi, vous pouvez peut-être éclairer les Cadurciens sur ce qui se passe chez le maire en place, parce qu'on ne sait pas grand-chose, moi je ne sais pas si je pourrais l'interviewer, donc je ne sais pas si je pourrais lui poser des questions. Ce que vous prétendez à des motivations, peut-être qu'il ne le signale pas dans ses interviews, et que tout le monde n'est pas au courant, donc c'est important aussi que vous qui le connaissez. C'est pas moi qui je l'ai entendu dire. Je vous ai pas dit qu'il était démotivé, j'ai dit que je l'ai entendu dire de plusieurs côtés, c'est tout. Donc c'est important aussi que... Et ça, vous lui poserez la question, mais ne dites pas que c'est moi qui le dis. Moi, je dis ce que j'entends dire. Voilà. Je dis ce que j'entends dire, c'est tout. Et puis, pardonnez-moi, on parle de moi. Oui, donc les grands changements que vous apportez. Je le sens en fin de... Oui, après 12 ans, ça suffit. Écoutez, le président des États-Unis, c'est 2 fois 4 ans, hein, pas plus. Le président français, depuis la réforme de Chirac, c'est 2 fois 5 ans, pas plus. Alors, Wessous-Faure, qui est tout de même pas une étoile de première grandeur, pourquoi faudrait-il, il a fait 2 fois 6 ans, continuer comme ça? Il y a de plus en plus de Cadurciens qui se disent il faut qu'on change, hein, il faut qu'on change. Et je pense que c'est une gestion médiocre. Je vous ai parlé sur le plan financier. Il n'a pas augmenté les impôts, mais le cru, ils avaient mis le cru de gauche. Hein, pour moi, le cru de gauche. Beaucoup plus élu à droite, mais de gauche. Pas une tromperie, une escroquerie. Il n'a pas été élu. Oui, c'est Romégous qui l'a imposé comme successeur. Oui, voilà. Il était dans la liste. Il est membre de la liste. Oui, il n'a pas été élu. Il n'a pas été candidat, tête de liste. Oui, il n'a fait aucune campagne. À part en 2008. Un peu, oui. En 2008, il avait une gestion tellement catastrophique que quand Wessous est arrivé de son fils Jacques Natal, poussé par Miquel, il a été élu assez facilement. Et puis ensuite, il a été réélu parce que, sur l'inertie, il n'avait pas fait des choses aussi choquantes que l'hôtel Best Western et le cinéma. Il a fait une piscine qui coûtait un petit peu cher, mais qui était utile quand même. Donc on n'était pas dans le même contexte. Alors, certains parlent de la sécurité comme gros problème, de vos concurrents, mais la sécurité comme point numéro 1 de l'échec du mandat de Wessous-Faure. C'est votre regard aussi? Vous pensez qu'il y a des problèmes de sécurité sur Cahors, ou est arrivé en plus de 10 nouveaux policiers? Cahors vous semble une ville sûre encore? On ne peut pas parler de gros problèmes de sécurité. Il y a une dégradation de la sécurité dans toute la France. Toute la France. Et il existe une dégradation de la sécurité, notamment une augmentation du trafic de drogue, à Cahors aussi, mais au prorata de ce qui existe dans tout le reste de la France. Il reste que le point de départ. Cahors était quand même une ville plus sûre que Toulouse, hein, et qu'on circule plus facilement à Cahors qu'au Mirail, c'est clair.
Alors, donc c'est pas une priorité pour vous, la sécurité? mais tout est une priorité, bien sûr, mais sauf qu'il faut Non, mais savoir, c'est pas le maire, vraiment. c'est pas un maire qui roule des mécaniques qui va régler les problèmes de sécurité qui se posent dans toute la France. Alors, mon projet, c'est absolument pas de recruter, faire des recrutements supplémentaires, parce que ça me fait un peu rigoler de voir des gens qui disent qu'ils vont baisser les impôts immédiatement, ils ne connaissent rien à la gestion publique, ça peut se faire sur 5 ans avec une très forte volonté, ce que je ferai, mais pas la première année, pas tout de suite, et qui vous promettent des dépenses supplémentaires. Monsieur Laurent vous ouvre une agence de développement, il y en a déjà à la région, il y en a au département, ça ne sert à rien, ça veut dire qu'on aura 10 ou 15 emplois supplémentaires de gens pas très efficaces. Il y a un autre candidat qui veut recruter des policiers. Moi, je préfère 5 policiers motivés que 15 policiers pas motivés. Hein, parce que vous pouvez recruter, si ces gens-là sont mal organisés, mal motivés, ça ne sert à rien. Donc je pense qu'il faut motiver les forces qui existent. Les forces qui existent, c'est la police de l'État. La police de l'État, c'est un dialogue constant entre le maire et le directeur, le commissaire de police. Et puis derrière, il y a la justice sur laquelle nous n'avons aucune prise, parce que s'il y a beaucoup de policiers qui ne sont pas motivés, c'est que quand ils font beaucoup d'efforts pour attraper quelqu'un, ils le défèrent devant la justice et il est immédiatement relâché, il fait des pieds de nez. Je ne pense pas spécialement à Cahors, hein, mais ça se passe au niveau national. Donc ça les démotive. Bon, la démotivation me paraît beaucoup plus importante. Et je ferai tout pour qu'il y ait des policiers motivés. Alors s'il faut en recruter plus, on verra. Mais d'abord, faire un état des lieux. Et bien sûr que c'est normal que la sécurité soit une préoccupation importante. Mais dans l'état tel qu'il existe aujourd'hui, c'est une prérogative de la police et de la gendarmerie, c'est pas une prérogative du maire. Et quant aux policiers qui sont policiers municipaux, leur vraie vocation c'était de faire la police du stationnement, entre autres, pas seulement, les entrées et les sorties d'école. Et on les en a déchargés pour faire mettre une milice privée qui donc sur le stationnement, la police, vous voulez revoir le système en place. Q-Parking qui fait de la... sur le plan du stationnement, c'est un système complètement inhumain. Là aussi, on ne va pas résoudre le problème tout de suite parce que Cahors est une boucle. Et dès lors que vous avez affaire à une boucle, vous avez un espace restreint au centre-ville. Le système des navettes actuel vous semble développé ou avec d'autres parkings peut-être? Oui, tout à fait, ça c'est un bon système. Oui. Si on trouve des endroits pour faire d'autres parkings, je pense à un ou deux, je pense en particulier qu'on n'a pas entièrement exploité la zone de la Chartreuse. Et même de ce côté. Donc désengorger un peu le centre oui, bien sûr, grâce à des parkings extérieurs. Oui, oui. Et vous avez d'autres idées par rapport au problème de stationnement? À court terme, il faut cesser le contrat, je ne suis pas le seul, les autres le disent, donc je ne veux pas gagner des voix avec ça, à part Vessouze, qui a instauré ce système tout à fait inhumain. Je pense qu'il faut un système où on prenne les tickets, où on utilise un disque très facilement. Il faut 10 minutes pour prendre un ticket quand vous n'êtes pas très habile. Et il faut connaître son numéro. Il faut connaître son numéro, mais il suffit que vous fassiez une erreur, c'est tout à recommencer. Quelquefois, vous avez le soleil qui est en plein sur la borne de stationnement, vous ne voyez rien. Malheureusement, Cahors n'est pas une exception. De plus en plus de villes ont recours à ce système. Il est idiot. Ah bah, écoutez, Cahors, oui, quand vous dites ça, ça veut dire qu'à Cahors, il y a des gens, des moutons qui suivent ce qui se fait partout ailleurs en France et qui ne réfléchissent pas. C'est comme le nouveau cinéma. On a fait un cinéma parce qu'il paraît qu'il y avait un tulle nouveau. On copie tout ce qu'on fait. Monsieur Le Cru, il avait fait le grand parking sous les allées Fénelon, qui ont eu l'intérêt de désengorger les allées Fénelon, qui servaient de parking en surface, mais qui n'ont créé aucune place supplémentaire. Et bien sûr, il y a des atouts considérables. La zone industrielle est magnifique. Et pour moi, l'avenir de Cahors, c'est deux pôles. Hein. Vous avez le pôle industriel à Cahors à l'Albinque, et vous avez le pôle patrimonial ici au centre-ville. Il n'y a pas question de mettre une usine dans le pôle historique, c'est sûr. Et donc, c'est deux choses parallèles, mais en synergie. Parce que en commun, le nom Cahors, le nom de Cahors. Vous avez un troisième pôle qui est le vignoble qui s'est coupé. Aujourd'hui, vous n'avez plus de rapport très peu de rapport entre le vignoble de Cahors et la ville de Cahors. Je pense par exemple, vous parlez de ce spectacle, c'est l'histoire de Cahors et de son vignoble. Les deux sont inséparables historiquement. Alors, vous avez
la possibilité de faire rayonner. Imaginez qu'à un moment, on a trouvé que Cahors c'était minable, on voulait le remplacer par Malbec. Alors là, c'est là que c'est l'office du tourisme est devenu l'office du Malbec. Oui, non, attendez, c'est là que c'est... Donc c'est toutes des petites choses qui finalement seront transformées en 2020 si vous êtes élu le 22 mars. Bien sûr, complètement, complètement. Donc on se donne rendez-vous. Et ça n'exige pas, de l'argent, parce qu'on ne va pas faire de nouveaux investissements, hein, un spectacle. Donc c'est pas dépenser plus, c'est faire mieux et faire avec une motivation. Faire beaucoup au service de Cahors, avec une idée de Cahors. Oui, faire tout, beaucoup. En résumé, c'est oui, une vision de Cahors. On va devoir arrêter, on a dépassé largement une demi-heure. Une vision de Cahors, ça c'est sûr. Faire beaucoup de choses, mais que ça ne coûte pas au budget de Cahors, au contribuable de Cahors. Quand vous installez une entreprise, c'est pas budgété, ça c'est un investissement privé. Même chose pour le funiculaire si tout va bien. Et il faut par contre un réseau de relations important, c'est sûr, hein, en tout domaine. Et j'aimerais, en général, il est plus important à mon âge qu'à celui de candidats plus jeunes, et j'aimerais le mettre au service de la ville de Cahors. Et d'ailleurs, il y aura des surprises. Les gens, une certaine bourgeoisie de Cahors comprendra à quel point elle a sous-estimé le réseau que j'ai tissé au fil des années. En dernier point, vous avez aussi opposé une liste bourgeoise à votre liste populaire. Oui, je maintiens. Aujourd'hui, le Parti socialiste est devenu le parti de la bourgeoisie dans toute la France. Je veux dire, personne n'a fait le cadeau riche plus important que François Hollande et M. Macron. Macron étant l'homme qui a fait toute la politique économique de Hollande. Donc il n'y a pas de rupture entre Hollande et Macron. Donc ce que vous avez au niveau national et international, vous le retrouvez au niveau local. Le Parti socialiste français, c'est une antenne, ce qu'on appelle la social-démocratie. La social-démocratie, c'est devenu l'idéologie officielle du grand capitalisme mondial. Et à Cahors, c'est pareil. La liste bourgeoise, c'est M. Vessous et un peu M. Laurent. Voilà. Donc Roland Hureau, merci. On se donne peut-être rendez-vous entre le 15 et le 22 si vous êtes au deuxième tour. Très volontiers, bienvenue. Merci et bonne chance. Merci.